le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Eh bien, Anne-Marie Sonne, avec vous, nous abordons la jeunesse. Le titre de votre livre, je le rappelle, c'est Âge tendre et tête de bois, histoire des jeunes des années 1960. Et d'abord, je voudrais vous demander pourquoi ce titre, qui est très beau, Âge tendre et tête de bois, mais à quoi ça fait référence? Oh, ça fait référence à deux choses, à trois choses. Premièrement, à la chanson de Bécaud, c'est un refrain de la chanson de Bécaud, Âge tendre et tête de bois. Deuxièmement, c'est le titre d'une émission, de la seule émission de télévision qui ait jamais eu sur la jeunesse, qui était l'émission de Resner à l'ORTF, défunte ORTF. Et puis je trouve que ça représente au fond, ça résume assez bien ce que sont les jeunes. C'est un âge très tendre, mais ce sont aussi les têtes de bois à cette époque. Donc je trouvais que tout cela symbolisait assez bien le sujet. Le sujet. Alors, donc vous nous montrez ce temps très fort de cristallisation de la jeunesse, et au fond, comment on peut l'expliquer? Quels sont les fondements, je ne sais pas moi, sociologiques de cette émergence de la jeunesse à ce moment-là, cristallisation? Oui, je voudrais insister sur cette cristallisation parce que je suis très frappée par la rupture qu'il y a entre deux générations très proches, c'est-à-dire la génération qui est née, mettons, entre 1937 et 1944-45, et la génération qui est née à partir de 45. Et qui a eu, par rapport à la génération précédente, une vie incroyablement plus facile, plus heureuse. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils ont connu une scolarité bien plus longue. Ils sont arrivés adolescents en plein développement des 30 Glorieuses. Leurs parents étaient beaucoup plus aisés, avec une consommation en pleine extension, des objets multiples et séduisants pour eux. Ils ont eu là infiniment de chance. Alors pourquoi ? Eh bien, ça tient d'abord à ce que ce sont les enfants de parents qui ont fait le baby-boom, qui ont eu les possibilités matérielles d'investir dans l'éducation, alors là, ce sont des parents en gâteau aussi quand même, hein, dans les objets que leurs enfants pouvaient désirer, dans l'éducation beaucoup. Et je pense que ces parents l'ont fait parce qu'eux-mêmes sont des parents brimés. Ils sont nés soit pendant la guerre de 14, soit juste après la guerre de 14. Ils ont vécu la crise, ils ont vécu très souvent deux guerres. Eux, ils ont eu une jeunesse gâchée. Et je pense que leur situation s'améliore. Ils ont eu d'extraordinaires ambitions pour leurs enfants. Une revanche. Oui, ils ont une revanche, je ne sais pas. Ils ont voulu investir, faire que leurs enfants fassent ce qu'ils n'avaient pas pu faire. Voilà. Vincent Gourdon. Oui, j'ai été très frappé par la pertinence de cette analyse. Ça m'a fait penser aux travaux de Tamara Raven, historienne américaine du monde ouvrier. Voilà, sur Amos Keg, et sur les travaux qu'elle a fait sur les cycles de vie dans le monde ouvrier et les différences de génération très fines. À 10 ans près, des enfants nés à 10 ans près ont des parcours de vie complètement différents, très fortement différents, et ça se traduira par la suite au niveau de leur jeunesse, mais aussi au niveau de leur entrée dans la vieillesse, dans la retraite. Ils vont pas avoir tous les mêmes comportements. Ceux qui ont vécu leur adolescence pendant la crise, ceux qui l'ont vécu pendant la guerre, et ceux qui justement vont arriver à 13-14 ans en 45, et là vont connaître l'expansion. Et ça, c'était vraiment très proche de l'analyse que fait. Par exemple, cette génération du baby-boom n'a pas connu la guerre d'Algérie, etc. Et ce n'est pas rien. C'est très important. Vous avez entièrement raison, c'est très important. Vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est un des premiers chapitres, sur les fondements scolaires de l'émergence de la jeunesse. Je crois. C'est quand même aussi ça, la prolongation scolaire, l'entrée beaucoup plus massive à l'université pour les garçons comme pour les filles, c'est très important. Là, il y a des fondements sociodémographiques. Je pense que plus encore peut-être que l'université, c'est l'enseignement secondaire. Le lycée. Voilà. Le lycée, parce que tout le monde va passer au collège. Tout le monde passe au collège. Tout le monde passe de facto au collège. C'est le lycée. Le lycée, c'est le bac. Le bac, c'est l'avenir universitaire. Donc, on voit très bien la montée. Et alors, c'est très important parce que ça coupe complètement, pendant longtemps, les jeunes du reste de la société. Ils vivent entre eux, et comme le dit Pierre Bourdieu, les parents investissant dans leurs études les débarrassent de toutes les tâches domestiques, etc., etc. Donc ils vivent dans leur monde scolaire, et de là avec leurs copains d'école, ou des copains qui sont eux-mêmes scolarisés, etc. Donc ça a complètement modifié la perception qu'on avait sur la jeunesse, la perception qu'elle avait d'elle-même. Et ça a considérablement augmenté les ambitions des jeunes. Les sociologues de l'époque aussi
aussi bien Edgar Morin, qui était Voilà. des premiers à voir Voilà. ça, et puis Bourdieu et les héritiers, en Voilà. tirant la sonnette d'alarme, vous n'aurez pas ce que vous attendez, ont évidemment attiré l'attention là-dessus. Alors ce que vous montrez très bien, c'est la très forte affirmation culturelle de ces jeunes, hein, à travers les apparences, le vêtement, les cheveux longs, la musique, le yéyé, les chansons. On se régale, Anne-Marie Sand, on se régale à vous lire, car évidemment, pour beaucoup d'entre nous, ça évoque aussi des souvenirs. Oui. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Je crois que là, on a connu en France dans les années 60 et peut-être en Angleterre un tout petit peu avant, mais j'ai étudié que le cas français, ce qui a commencé aux États-Unis dans les années 50. Donc, et cette jeunesse ayant un cursus de vie très différent, donc en particulier scolaire, veut se différencier. Alors, c'est la première fois où un jeune homme ou une jeune fille ne veut pas s'habiller comme son père ou sa mère pour avoir l'impression de devenir adulte. Et ils ont voulu se différencier, ça c'est la première chose, donc ça c'est la mode, etc. Mais ils ont pu aussi se différencier parce qu'il y avait toute cette industrie de la consommation de masse, le prêt-à-porter, un véritable marché qui et se un développe. marché et une offre qui a répondu à la demande et vice-versa, qui a permis de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on voit même les jeunes femmes imiter les jeunes filles, adopter la Il y a un rôle mini-jupe. moteur de l'adolescente. oui. Voilà. Et alors, en ce qui concerne la musique, qui me semble très fédératrice, là aussi, ça découle quand même d'objets industriels. Il n'y aurait pas eu le transistor qui a permis que la radio ne soit plus de consommation familiale, mais déconcentrée Démultiplié. et nomade. Et dans la chambre. Voilà, et dans la voilà, chambre oui. avec les copains dehors. Dans le transistor, on peut écouter la radio sur la plage. Donc, il n'y aurait pas eu ces objets de la troisième révolution industrielle, si vous voulez. On n'aurait pas eu les moyens de faire cela. Et puis, le tourne-disque avec les 45 tours, etc., les micro-sillons, ça permet des plages beaucoup plus longues pour écouter les chansons par rapport au son de 18 tours. Ça modifie la consommation de la musique. On a eu ensuite des émissions, des missions pour les jeunes. Oui, par exemple. Dont le fameux Salut les copains, de Philippe Aki. Voilà, et de Franck Thénault. Et alors là, c'est enclenché une espèce de cycle vertueux, pourrions-nous dire. C'est-à-dire que l'émission promeut les disques se servent d'émissions pour être promus, ensuite l'émission est sous-tendue par une presse de jeunes qui l'a lancée, il faut quand même le dire. On dit maintenant, Daniel Philippe Aki, c'est un patron de presse, c'est un patron médiatique, etc. Mais enfin, il fallait quand même avoir l'idée de le faire à ce moment-là. Très, très innovateur. C'est quand même très novateur. Il n'a pas été financièrement soutenu par Europe numéro 1 pour lancer Salut les copains. C'est une aventure individuelle. C'était vraiment tout à fait un pari éditorial. Ça a marché. Donc il a renouvelé l'affaire avec Mademoiselle Ashton. Et donc à peu près... Il y a eu beaucoup de succès, Mademoiselle Ashton. Mais, oui, mais si vous voulez... Bon, moi, je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune. J'aurais pu le lire, mais je ne l'ai pas lu. Et là, j'ai repris les choses, c'est assez subtilement fait. C'est pas mal fait. Oui. C'est très subtil, parce qu'il ne faut pas que ça gêne l'achat de Salut les copains, il faut que les filles achètent aussi Salut les copains, mais il faut qu'il y ait des choses qui les intéressent. Alors, il y a la mode, mais qui ne doit pas être celle de elles, qu'elles lisent parce que leur mère l'achète. Il y a les petites nouvelles, un peu comme dans Confidence, etc. Mais bon, il y a la cuisine, ce sont quand même des filles, mais pour les copains, etc. Donc, il y a les conseils de beauté pour des jeunes filles. Donc c'est une espèce de palette assez compliquée qui a bien marché. Oui. Alors un univers sonore dont les noms sont toujours presque ceux d'aujourd'hui encore, Vartan, Hallyday, François est mort bien sûr, etc., etc. Les Beatles, enfin, c'est extraordinaire. Quand on pense au pouvoir créateur de cette époque sur le plan de la musique, c'est quand même très important. Et puis vous montrez cette sociabilité de bal, de boom, de surboom, de boîtes. On commence à parler des boîtes, etc. De café le sport aussi. totalement. Hein. De café aussi, parce qu'il faut quand même savoir que les filles commencent à aller toutes seules au café. Voilà. Alors ça, quand même, ça... Le rapport garçon-fille change à cette époque-là. Oui, considérablement. Pas complètement, mais ça change. Oui. Oui. Et parce que Pourriez-vous nous en dire un peu plus? C'est parce qu'ils sont pour une part à l'école ensemble. Il y a déjà une partie des établissements scolaires qui sont mixtes.
Et donc la mixité me semble quelque chose de fondamental, parce que les filles se À comparent. partir de quel moment c'est officiellement mixte? C'est les années 60 probablement. Oui, c'est les années 60, mais Oui. tous les nouveaux établissements à partir des années 60 ont été forcément mixtes. Voilà. C'est parce que c'était une question d'offre plus rationalisée. Alors, c'était pas du tout pour la théorie de la mixité. Alors, est-ce que ça change quelque chose sur le plan des relations sentimentales et même des relations sexuelles, qui sont toujours les plus difficiles à changer en définitive? La pilule, c'est 1961. 1967 en France. En France, oui. Elle existe depuis 1961. Oui, enfin, mais elle était clandestine. Mais 1967 seulement, moi, je trouve assez peu d'allusions à la pilule chez les jeunes. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, ils faisaient sans. Donc, mais là, vous Donc, savez il y a quand même donc, si vous une grande réserve encore. Ah, non. Non. Non, ça va crescendo. Mais ça, c'est une de mes théories, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le 19e et le premier 20e. Je pense que c'est une libéralisation des mœurs tendancielles. De longue Donc, durée. de très longue durée, qui s'amorce vers les années 80 à Paris, 90 dans les grandes villes, 1890, Fin 1890, 19e. Oui. fin 19e, et qui va crescendo, et qui n'est pas achevée dans les années 60. Elle n'est pas achevée parce qu'elle continue. Bien sûr. Dans les années 70, le concubinage, la maternité en mariage, c'est après. Et Le c'est- mariage demeure l'idéal Ah oui. encore. Ah oui. Le couple, Ah oui. le mariage, Ah oui, surtout voilà. pour les filles peut-être, non Ah. Différence garçon-fille de ce point de vue-là. Moi, je crois que les garçons passent encore par le mariage parce que ça les pose encore dans la société. Donc, je pense que le mariage là, reste la référence, et que les gens qui disent qu'ils veulent vivre en union libre, ça, c'est quand même une minorité Voilà, estudiantine. Voilà. Encore très minoritaire Oui, c'est dans ces encore- années-là. En revanche, les relations sexuelles, non, c'est normal avec quand on aime un garçon et quand on va se marier. Alors ça, c'est indispensable. Il faut tester son conjoint, là, son futur. Pour conclure, Anne Marisson, sur la question fille-garçon dans cette génération-là, quels ont été, selon vous, les plus grands changements dans leurs relations? Et est-ce que c'est une période d'émancipation des filles? Est-ce que, ou pas encore tellement? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? L'écart entre les deux? Moi, je pense que les filles qui sont scolarisées... Et elles le sont de plus en plus. Voilà, et elles sont massivement... elles se comparent aux garçons, elles voient qu'elles réussissent aussi bien qu'eux, parfois même mieux. Elles ont des ambitions et elles, à mon avis, au point de vue intellectuel, elles n'ont plus de complexe d'infériorité. De là, elles commencent à considérer qu'il n'est pas normal qu'on leur réserve dans la société des salaires inférieurs, qu'on leur empêche de faire des carrières de cadre, etc. Donc il y a quelque chose qui est là en train de se dessiner. Alors c'est un peu en pointillé, ce sont les plus avancés qui en sont là, mais après tout, c'est les jeunes filles qui ont fondé le MLF. Bien sûr, exactement. Nous C'est sommes la la préhistoire de 68 et du MLF qui commence à C'est 70. la génération qui a le plus massivement travaillé dans l'histoire. Non, pas maintenant, mais c'est la première génération Par rapport aux précédentes. par rapport aux précédentes, aussi massivement travaillé dans l'histoire. Donc il y a eu là des effets certains. Et dans le couple, il y a au moins au niveau des relations amoureuses une égalisation croissante. C'est-à-dire que le garçon considère que la fille qui a avec lui des relations sexuelles n'est pas une fille perdue, etc., Voilà. jetée, etc. Donc là, il y a quelque chose, là, les filles ont beaucoup gagné. Elles ont énormément gagné aussi en liberté de mouvement. Alors, un peu, c'est dur, c'est une conquête, mais elles l'ont faite. Elles sortent comme elles le veulent, et puis elles vont dans des balles, etc. Oui, autrement dit, une mutation importante qui ne date donc pas de 68-70, mais qui est préparée qui était antérieure. par ces années-là. Qui est très antérieure. Oui. Alors, on apprendra énormément en lisant votre livre, Anne Marisson, dont je rappelle le titre, Âge tendre et tête de bois, histoire des années 1960.